plaisir aujourd'hui et je l'en remercie sincèrement vivement parce qu'il est très occupé en ce moment. Monsieur Jamal Amrani, comme c'est écrit sur les affiches que vous avez dû voir, je veux répéter, ancien DRH de Tijari Wafa Bank, DRH du groupe Accor, donc spécialisé dans l'hôtellerie pour ceux éventuellement qui ne seraient pas au courant. Et maintenant, il a créé depuis une quinzaine d'années, je pense, une dizaine d'années, son propre cabinet spécialisé en ressources humaines. J'en dirai pas plus parce qu'il aura l'occasion de développer lui-même son activité. Je veux simplement dire un dernier mot. Avec ces Jamal, on se connaît depuis de longues dates puisqu'on a fait nos études ensemble à Lyon. Voilà. Merci, Si Mohamed. Donc, ravi d'être parmi vous et si je peux contribuer un petit peu modestement pour d'une information sur le domaine RH. Donc, c'est vrai que ce sera avec beaucoup de plaisir. Alors, bon, je posais la question, comment on imagine l'intervention? Et on m'a laissé un peu cartelier par rapport à ça, de me présenter, de présenter un petit peu les activités du cabinet. Mais je ne veux pas non plus passer pour quelqu'un qui vient vendre son cabinet. Ce n'est pas le cas. Moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de faire une présentation un petit peu de mon parcours. C'est un parcours qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est aussi un parcours qu'il faut regarder. Et ensuite, à votre écoute, en termes d'attente, sur quels aspects voulez-vous que je développe une intervention ou un point de vue ou une expérience vécue. Et une fois que vous saurez un peu justement le contenu de ce parcours et de l'expérience vécue. Est-ce que ça vous convient comme... Sinon, je peux déjà recenser quelques attentes. En venant ici dans cette salle, quelles seraient vos attentes par rapport à ça? Qu'est-ce que vous attendez de ce type d'intervention? Que vous nous racontez votre vécu. Vécu, d'accord, oui. On va raconter vécu, oui. Possibilité d'embauche peut-être. Possibilité d'embauche. D'autres attentes? Mais vraiment, S'il vous plaît. Autant de changements dans votre carrière, il y a eu beaucoup de changements apparemment. Oui, c'est vrai. Pourquoi ces changements et comment ça? Très bien, parfait. Bon, très bien. Alors, moi, je suis natif de Fès, d'un milieu ouvrier. Alors, vous pouvez noter, c'est un petit peu particulier, c'est le hasard, mais c'est un hasard qui est vraiment extraordinaire. Je suis né dans une usine. Dans une usine de textile à Fès. Dans une usine de textile à Fès, et aujourd'hui... Après Rotby, nous avons l'usine. Je suis né dans une usine de textile à Fès, et aujourd'hui, je suis psychologue du travail. Donc, c'est quand même le hasard un petit peu particulier. Mon père, à l'époque, était gardien de l'usine qui s'occupait de la barrière. Il avait une petite pièce avec maman. Je suis né dans cette pièce et j'ai grandi avec les ouvriers des machines de filature de textile. Voilà. J'ai fait mes études secondaires, mon bac à Fès, en sciences économiques. Je suis parti en 75, c'est vieux, à Lyon pour faire un DUT gestion-finance. Après mon DUT, je m'interrogeais sur le devenir de carrière. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le DESS, le diplôme d'études comptables supérieures, qui débouchait sur l'expertise comptable. Donc j'ai commencé une licence en économie, et j'ai fait un stage chez un expert comptable au Maroc, et j'étais très déçu du métier. À l'époque, c'était plutôt comment payer le moins d'impôts possible. C'est toujours la même chose. Ouais, ça n'a pas beaucoup changé, c'est vrai. Et je suis revenu voir mon conseiller en orientation pour lui demander conseil. Et en regardant un petit peu mes notes, etc., il a remarqué que j'avais de très bonnes notes dans le domaine de l'organisation du travail, avec lui aussi sur un module qui s'appelait psychologie du travail. Il m'a dit, bon écoutez, il y a un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisé en psychologie du travail, qui peut franchement être intéressant pour vous parce que d'abord vous n'allez pas perdre la formation en gestion d'entreprise et tout, et compte tenu de vos tendances, ça peut être une bonne adéquation.
Mais il fallait recommencer la fac de zéro. Et donc, je me suis inscrit à la fac de psycho en première année. J'ai fait une licence, une maîtrise, un DSS, ce qui faisait un petit parcours de 7 ans, 8 ans à peu près d'études supérieures. Avec une petite expérience dans une association culturelle maghrébine. Je suis rentré donc au Maroc en 85 en tant que psychologue du travail, débutant, j'ai démarré. Et j'ai intégré l'OFPPT, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. C'était tout simplement le premier organisme qui avait répondu à ma demande d'emploi. Et j'ai intégré un service qui s'appelait Service Psychologie Appliquée. Et c'était un service qui était monté par une équipe de psychologues belges pour doter cet organisme des outils d'orientation professionnelle. C'est-à-dire, pour tous ceux qui souhaitent faire une formation professionnelle, il y avait tout ce qu'il fallait en termes de tests psychotechniques pour voir effectivement quelle orientation ils peuvent faire sur le plan métier professionnel. Donc, un service qui disposait d'une très bonne, excellente testothèque, unique au Maroc. Non, je crois que l'OSF a aussi une testothèque intéressante, qui s'inspire de la SNCF. Dans le domaine du chemin de fer, les examens psychotechniques sont très importants aussi. Et donc j'ai travaillé dans ce service en tant que psychologue et très rapidement j'ai eu une première promotion en tant que chef de ce service psychologie appliquée. Et compte tenu du développement de la formation professionnelle à l'époque, il y avait une ouverture d'une dizaine d'établissements de formation professionnelle par an. Il y avait énormément de besoins en recrutement. Et l'OFPPT devait gérer ce besoin en recrutement massif parce qu'il fallait recruter des formateurs, le staff administratif de chaque institut. Et comme on avait l'outil et la compétence pour au moins faire les premières présélections, donc on s'est transformé en espèce de cabinet de recrutement pour les besoins de l'Office de la formation professionnelle. Et on a fait ça plusieurs années. Donc j'ai passé à l'OFPPT 6 ans. Et à un moment où je me suis dit quand même, c'est un peu beaucoup, il fallait quand même que je pense à ma personne et je commençais à en avoir besoin, donc une famille qui grandissait à l'époque. J'ai décidé de quitter donc, le secteur public. Alors c'est très marrant parce que socialement, être fonctionnaire à l'époque, c'était le mieux qui peut vous arriver. C'était le jackpot d'être fonctionnaire à l'époque. Surtout avec une voiture de l'État, une maison de l'État, etc. Donc, et le premier déçu de ce souhait de changer, c'était mon père. Parce qu'il estimait que j'ai abandonné des acquis, j'ai abandonné des avantages énormes pour un secteur privé qui percevait à l'époque comme un secteur vulnérable, où on n'est pas sûr de l'avenir, où on peut être exploité. Parce qu'il n'y a pas les mêmes avantages qu'il y a maintenant. Qui n'avait pas les mêmes avantages que là. Mais néanmoins, ça commençait parce qu'il avait besoin, l'État se désengager dans un certain nombre de secteurs et va les privatiser. Et le secteur privé, pour qu'il puisse disposer des compétences qu'il faut, il fallait au moins qu'il s'aligne dans un premier temps sur les avantages du secteur public. Parce qu'à l'époque, par exemple, la retraite n'existait que dans le secteur public. La couverture maladie n'existait que dans le secteur public. Le logement de fonction, c'était pareil. Des évolutions en termes de rémunération, le système n'existait que dans le secteur public. Et socialement, c'était énorme, fonctionnaire. Mourdaf. Dans le milieu profond, c'est énorme. Et ça représentait aussi, il ne faut pas le cacher, ça représentait l'autorité, le mkhzen. Mourdaf, c'est le mkhzen. M rouge, la voiture, c'est le mkhzen. Et même le Hajj Ahmdaoui, il a dit Moul Wadefa. Elle a chanté Moul Wadefa. Mais elle a chanté Moul Wadefa, la preuve qu'il y avait un réel statut social, une réussite sociale du statut de fonctionnaire. Et quand on marie sa fille à un fonctionnaire, c'est aussi un jackpot, parce qu'on lui garantit l'emploi à vie, donc le revenu à vie, la stabilité économique, etc. Bien, effectivement, donc le secteur privé devait se développer. Moi, je sentais aussi le besoin d'améliorer mes conditions. Et j'ai intégré le secteur bancaire
et plus précisément Wafabank. À l'époque, ils cherchaient un responsable recrutement et formation. Et voilà, donc c'était l'aventure, c'était le premier changement. Il faut beaucoup d'audace pour quitter le secteur public, justement, où il y a toutes les garanties, pour aller vers le privé. Mais néanmoins, à l'époque, j'avais... Je vais vous donner aussi un rapport qui est intéressant. Entre mon premier salaire à l'OPPT et mon dernier salaire en tant que DRH du groupe Tijeli Wafabank, ça veut dire 20 ans après, j'ai changé 5 fois d'employeur et j'ai multiplié mon salaire par 30. Voilà. Rien à cacher. Mais au prix de 5 changements. Et quand je dis 5 changements, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est une période d'essai, à chaque fois, c'est la peur au ventre. Monsieur, chaque fois... c'est changements. Pardon? Les ont été ces changements. Ouais, j'arrive. J'arrive. Donc, on est au Wafabank, recrutant en tant que responsable recrutement formation, au sein de la DRH. J'ai passé 4 ans. Et au bout de 4 ans, je commençais à m'ennuyer. Et un cabinet s'est approché de moi, un cabinet chasseur de tête, m'a dit, écoutez, j'ai une proposition pour un poste de DRH dans une multinationale américaine. Il faut mettre en place une DRH et on cherche un candidat pour ça. Donc c'était une belle opportunité pour moi, mais il fallait aller dans l'industrie. Alors quand j'ai annoncé mon départ, effectivement à la banque, ils n'étaient pas contents. Et on me dit, écoutez, attendez, mais il fallait attendre. C'est clair comme l'eau de roche, c'est toi qui allais remplacer votre patron quand il partira à la retraite. Sauf qu'il partait 5 ans après. Et moi, je ne pouvais pas attendre encore 5 ans. Donc je suis parti, j'ai intégré Colgate-Palmolive, qui est une multinationale américaine. C'est là où j'ai appris vraiment le métier de gestion de ressources humaines, où j'ai passé 4 ans à mettre en place la DRH. L'encadrement américain était très particulier, performant, en termes de formation, en termes de suivi. J'ai appris tous des outils de reporting, des tableaux de bord, des indicateurs. Et les Américains avaient aussi une approche, par exemple, de l'évaluation ou de l'audit, qui était une approche très positive. J'étais audité 1 fois par an. Bonjour. Et quand quand l'équipe RH de New York venait auditer la structure RH du Maroc, l'approche était très agréable, très positive, parce qu'ils me validaient tout ce que je savais bien faire. Donc ils regardaient, et puis ils me disaient, oh, c'est cool, impeccable, c'est très bien, etc. Et tout ce que je savais moins bien faire, c'est eux qui se remettaient en question. Ah, on aurait pu vous former là-dessus, il faut qu'on pense à vous inscrire à tel truc, il faut qu'on vous envoie au Sénégal parce qu'ils maîtrisent mieux cet aspect-là, etc., etc. Et donc, après l'audit, je me retrouvais avec la validation des acquis et des projets d'amélioration, de progression, de développement de mes compétences dans d'autres domaines que je maîtrisais moi. Et à chaque fois, c'était vraiment une expérience très positive. Maintenant, ils vous attendaient au tournant. Je veux dire, l'année d'après, ils vérifient aussi... c'est des choses, c'est leur investissement, ils avaient un réel retour investissement. Donc j'ai passé 4 ans, on a mis en place la structure RH, j'ai beaucoup appris dans ce domaine des produits de grande consommation, c'est un domaine très riche, c'est un domaine très agressif, c'est un travail au quotidien, une réactivité nécessaire tous les jours pour faire face à la concurrence. Vous savez, quand le concurrent vous vend 10 centimes de moins les mêmes produits, vous devez agir parce que sinon vous perdez des parts de marché. Quand le shampoing, vous savez que par exemple, je me rappelle d'une expérience, c'était Colgate qui avait lancé le premier sachet de shampoing à 1 dirham, la dose individuelle. Et ça a fait, c'était super comme idée, c'était l'époque, bon, c'était les années de sécheresse, le pouvoir d'achat était très faible, donc le consommateur, on a dit, tiens, si on peut lui permettre d'acheter juste une dose, et le Marocain, il allait au bain 1 fois par semaine, juste ça suffirait. Et ça a super bien marché.
Juste derrière, 2 ou 3 semaines après, un concurrent sort aussi de sachet individuel à 50 centimes. Et il fallait donc réagir très vite. Toutes les équipes devaient absolument réagir très vite, trouver une solution et contrecarrer l'avancée du concurrent. Et des études de marketing, de motivation des consommateurs, ont révélé que le Marocain, quand il se lavait les cheveux, il se lavait les cheveux 2 fois. C'est une habitude culturelle. Tous les Marocains, pratiquement, quand ils se lavaient les cheveux, ils mettaient un peu de shampoing, et puis ils se rincent, et puis une deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas. Bon, les études statistiques de marketing vont s'en sortir. Donc Colgate derrière ressort le même sachet en disant il est à 1 dirham, mais il permet de laver 2 fois. Donc bon, pour vous dire juste, c'était très agressif, il fallait donc, gérer des compétences de manière vraiment très violente. On n'a pas le choix, on ne peut pas prendre le risque de traîner, de sous-estimer, hein, de Colgate. Colgate? Ah oui, bah oui, le fameux Cadom, vous vous rappelez Cadom? Qui n'a pas Cadom? Cadom existe chez les bourgeois, mais il existe juste chez les pauvres, à la campagne, partout. Au pire, c'est la bonne qui utilise Cadom. Bon, il représentait 70% du marché quand même. C'était unique aussi comme produit, mais il y avait les dentifrices, Colgate, etc. Les produits vaisselle, Ajax. Et donc, on a monté. Donc, au bout de 4 ans, le même cabinet qui m'avait placé là-bas, bon, il m'a recontacté en disant bon, écoutez, j'ai des échos très positifs, vous avez pu mettre en place l'ADRH, ça marche, ça tourne, l'équipe est rodée, maintenant j'ai un autre projet pour vous. Et j'ai donc un groupe français qui arrive sur le Maroc et qui va se développer sur le Maroc et qui cherche son DRH pour l'accompagner dans son développement. Par contre, c'est dans un autre secteur qui n'a rien à voir avec l'industrie. Et c'était donc le groupe Accor dans l'hôtellerie. Monsieur, pendant cette transition, est-ce que vous suivez des formations parallèles pour vous acclimater aux nouvelles... Ben non, à chaque fois, c'est-à-dire, très bonne question. Par exemple, chez Accor, effectivement, j'ai demandé 2 mois d'immersion. Moi, je ne connaissais rien dans l'hôtellerie. J'étais très curieux. Moi, j'adore découvrir les métiers. Donc, dans la banque, j'ai découvert un certain nombre de métiers. Dans l'industrie, chez Colgate aussi, énormément de métiers. Et je me suis dit, tiens, le secteur d'hôtellerie qui se développait au Maroc et qui promettait beaucoup, je dis, c'est génial, je vais encore découvrir ce que c'est un hôtel, ce que c'est un restaurant, ce que c'est un spa, ce que c'est une boîte de nuit, etc. Il y a beaucoup de métiers. Et effectivement, j'ai demandé 2 mois d'immersion, c'est-à-dire qu'on me donne la liberté de vivre 2 mois dans des hôtels et de passer par pratiquement le maximum de métiers que je peux. Et c'est quoi votre méthode pour apprendre? Non, mais c'était de l'immersion, aller dans la cuisine et pendant 2-3 jours être commis de cuisine, couper les carottes, etc. et vivre l'expérience. Je vous donne un exemple. Alors, ça, c'était en 99, 2000. Je vous donne un exemple d'intérêt. Quand vous voyez un plongeur dans l'hôtellerie, c'est celui qui fait la vaisselle. Il s'appelle aussi steward. Je ne sais pas pourquoi, ce nom de steward. C'est celui qui lave la vaisselle, la plonge. Eh bien, quand vous observez quelqu'un qui fait la plonge, qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer qui déplace la vaisselle, qui utilise des produits, qu'il a une machine peut-être à vaisselle, qu'il a une bassine, etc. Ça, vous pouvez toujours l'observer. Mais quand vous passez de l'autre côté, quand vous faites vous-même, quand vous lavez vous-même la vaisselle, vous avez le contact avec la vaisselle. La vaisselle, elle est crado, elle est grasse. C'est autre chose. Vous avez souvent les pieds dans l'eau. Vous avez l'eau qui est javelisée, donc vous avez aussi des odeurs. Quand vous prenez la vaisselle de la machine à laver, la vaisselle est brûlante. Et ça, vous ne pouvez pas l'observer. Enfin, il faut être de l'autre côté et le vivre
pour l'apprécier et l'approcher de manière objective. Et du coup, vous avez un rapport avec les métiers qui est très particulier, et beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. Parce que je ne connais aucun métier qui ne mérite pas de la reconnaissance. Alors donc j'ai intégré Accor en tant que DRH du groupe. Donc ma première expérience que DRH était chez Colgate. Très belle expérience, 4 ans. Et j'étais suffisamment outillé, je me suis dit, bon maintenant, je peux faire un peu du copier-coller chez Accor, avec une adaptation un petit peu sectorielle, et je peux m'en sortir, mais toujours la peur au monde quand même, l'angoisse, période d'essai, j'avais 2 enfants déjà, et le risque était là. Donc, si jamais un problème d'intégration, effectivement et tout, je peux me retrouver à nouveau sur le marché d'emploi. Mais il y avait, je mettais dans la balance le risque et l'amélioration. C'est comme ça que aussi j'ai nettement amélioré ma rémunération. Le minimum, c'était 50%, 60% d'amélioration quand il y a un changement de société. Et c'est légitime parce qu'effectivement, vous imaginez ce qu'il y a derrière comme besoin d'adaptation, d'intégration, de stress, d'angoisse. Aussi, parce qu'on se doit d'apprendre aussi et d'innover et d'apporter une valeur ajoutée. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire tourner des choses, mais de briller aussi. Hein. Donc, et j'ai passé 7 ans chez Accor. 7 ans vraiment de bonheur. Des ouvertures, de beaucoup d'hôtels, beaucoup de recrutements. J'ai bouclé ma dernière journée chez Accor. C'était la journée où je faisais l'inauguration de l'Académie Accor que j'avais montée à Agadir avec la présence de 2 ministres. Le jour de l'inauguration, c'était mon dernier jour chez Accor. Le lendemain, j'intégrais Tijari Wafavok en tant que DRH du groupe Tijari. Donc 7 ans impeccables. Effectivement, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de découvertes. Beaucoup d'améliorations de conditions. J'avais droit à tout, des améliorations de salaire, des stock options, des avantages en nature. On était toujours dans les meilleurs palaces, dans les meilleurs restaurants, vous voyez bien. Et sincèrement, on apprend énormément. C'est un groupe très particulier parce que c'est un groupe qui a démarré en 1967 avec un premier hôtel à Lille. Un nouveau hôtel, par 2 mecs, Paul de Brûle et Gérard Pélisson. Paul de Brûle, il a passé le bac 5 fois, il ne l'a jamais eu. Aujourd'hui, il est à la tête de 5000 hôtels. Et un groupe de 156 000 personnes. Plus les casinos, etc. Il a d'autres produits. Donc, ce sont des gens qui ont c'est une très belle école. Je me rappelle, Paul de Brûle, j'ai eu le plaisir de dîner avec lui un soir. Il m'a dit, Samrani, on vous confie le personnel. Alors je compte sur vous, parce que pour nous, s'occuper bien du personnel, il s'occupera bien des clients, et ces clients reviendront. Je ne vous dirai jamais cette phrase, parce qu'elle représente l'approche triangulaire de la stratégie du groupe. La stratégie du groupe consistait à être le meilleur rendement pour l'actionnaire, le meilleur produit pour les clients et le meilleur employeur pour l'employé. Et toute la politique du groupe est structurée autour de ces 3 axes. Et dans cette phrase, occupez-vous du personnel, c'est être le meilleur employeur, il s'occupera bien de vos clients, donc satisfaction des clients, et le client reviendra, ça veut dire que c'est l'actionnaire qui va en profiter, s'il revient. Et ce sont des gens qui ont toujours cru dans le facteur humain et qui ont toujours investi dans le facteur humain. Toujours. Et le président lui-même, quand il visitait un hôtel, il démarrait toujours sa visite par les sous-sols, par les vestiaires, par le réfectoire, par les sanitaires, du personnel, avant même d'aller visiter le reste de l'hôtel et les suites, etc. Donc vous imaginez l'environnement très, très intéressant. Et, bon, merci. Quand on grandit, on évolue dans un autre environnement culturel qui n'est pas toujours ça.
Et donc on a fait beaucoup de travail. Et un jour, un grand patron, un président d'un grand groupe qui était Tijari Wafa Bank, à l'époque Koudreri, il y a eu des problèmes ensuite avec la justice. Bon, bref, qui avait géré la fusion BCM Wafa Bank. Deux banques, la BCM qui a absorbé Wafa Bank, qui a géré cette fusion et qui avait besoin d'un DRH pour gérer l'après-fusion sur le plan RH. Alors vous imaginez ce que c'est la gestion des ressources humaines dans le cadre d'une fusion de deux sociétés. Ça veut dire deux systèmes, deux populations, deux cultures, deux valeurs, etc. Et faire en sorte, avec des doublons, parce que vous avez deux responsables de communication, vous avez deux comptables, vous avez, etc. Donc, hein? Alors, si vous voulez, par rapport à ça, il fallait, le principe qui n'était pas forcément la réalité, mais le principe qui était retenu, c'est de dire, imaginons l'organisation type ou l'organisation cible. Monsieur, je réponds à votre réflexion. Donc imaginez l'organisation cible et essayons de voir maintenant en termes de profit qui vont garder et qui sont censés soit modifier de métier, changer de métier, soit effectivement envisager son départ. Donc c'est ça l'approche. C'est-à-dire aller chercher le profil le plus adéquat par rapport à l'organisation cible de la préfusion et ensuite décider pour ceux qui ne sont pas dans cette organisation-là quoi faire, soit des reconversions, etc. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a un aspect qui vous intéresserait. Donc voilà. Et moi, j'étais bien chez Accor, mais la bougeotte. Quand même, j'ai changé de dimension. Chez Accor, j'avais 1500 personnes à gérer. Chez Tijari, c'était 7000. Chez Accor, j'avais un budget formation qui était de 20 millions de dirhams. 2 millions de dirhams. Chez Tijari, c'était 20 millions de dirhams. Les dimensions. Chez Tijari, j'avais 1 milliard de masse salariale à gérer. J'avais 80 personnes dans la DRH. Chez Accor, j'avais 7 personnes dans la DRH. Donc des dimensions différentes, beaucoup de challenges, une autorité énorme parce qu'il y avait le développement sur l'Afrique. La première fois, on va commencer à exporter du savoir et des compétences marocaines vers d'autres pays d'Afrique. Il fallait concevoir une politique aussi d'expatriation. C'était plein d'intérêts, plein de choses. Et puis, je ne vous cache pas que j'ai multiplié mon salaire de manière extraordinaire. Et plus qu'un ministre. Pardon? C'était ma question justement. Est-ce que c'était le côté pécuniaire ou bien c'était... Pécuniaire. Pécuniaire, pardon. C'est toujours R. Même au singulier, c'est R. R-E. Ouais. Donc, est-ce que c'est le côté financier justement ou bien c'était le côté... Non, franchement, non. Non, franchement, la dimension, bien sûr, la rémunération était très attractive. Bien sûr, à un certain âge, parce que bon, j'ai intégré Tijari, j'avais 49 ans, presque 50 ans. C'est maintenant le tournant ou pas, parce qu'après, ça sera très difficile. Je m'étais dit, à moi de décider, mais si je le laisse passer, ça sera très difficile de rebondir de manière aussi significative par la suite. Mais franchement, c'est tout ce qu'il y a à faire, à construire. On m'a très bien vendu le projet. Au point que j'ai accepté et je l'ai regretté d'ailleurs. Je l'ai regretté parce qu'au bout d'un an, j'ai décidé de partir et de me mettre à mon compte. Et j'ai ouvert donc une structure de conseil, d'assistance de conseil dans le domaine des ressources humaines. La question que je me pose est comment un directeur de ressources humaines peut passer d'un domaine X à un domaine Y sans avoir aucune connaissance et comment son adaptation passe au sein de sa nouvelle voie. C'est-à-dire, en réalité, on fonctionne toujours avec les mêmes outils, avec les mêmes systèmes. C'est le produit qui change. C'est comme si vous prenez un commercial, un bon commercial, il est censé être capable de vendre ça, comme il est capable, il est censé vendre ça aussi. Bon, maintenant, effectivement, par exemple, quand j'étais dans l'hôtellerie, on cherche un chef
un cuisinier. Moi, je n'ai pas les compétences pour dire ce candidat est un bon cuisinier ou pas. Non, je serais incapable de le faire. Par contre, je vais mettre en place un processus, des outils et la préparation des managers à s'impliquer dans l'acte de recrutement lui-même. C'est le chef cuisinier qui est censé recruter son cuisinier. Et c'est le chef cuisinier qui doit assumer la responsabilité du oui pour son recrutement. Hein? J'harmonise, je veille, j'assiste, je conseille. On fonctionnait comme un cabinet de recrutement. Donc le chef cuisinier, c'était mon client interne. Il a besoin d'un cuisinier, il faut que je lui trouve un cuisinier. Mais c'est lui qui décide. Par contre, il y a des domaines qui relèvent de ma compétence. Par exemple, le potentiel d'évolution, de développement de carrière, parce que lui, il va regarder son besoin immédiat. Est-ce que le candidat, il sera un bon cuisinier ou pas? Moi, ça ne m'intéresse pas de regarder que le profil immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est de faire, imaginer une projection à terme. Est-ce qu'il est capable aussi de s'aligner avec les valeurs du groupe, d'avancer? Est-ce qu'il y a un potentiel aussi de développement de compétences, etc. ou pas? Ça, effectivement, par contre, et on a les outils pour ça. Et on a les compétences pour ça. Mais ça, vous pouvez le mettre dans n'importe quel secteur, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine aussi. Okay. Mais l'erreur, c'est d'aller dire le DRH doit absolument maîtriser les compétences techniques du secteur ou du domaine ou de l'entreprise. Non. Mais il se doit quand même d'avoir un minimum, c'est-à-dire le SMIC, de comprendre. C'est comme aujourd'hui, on est en train de faire l'inverse. Mon cabinet, par exemple, essaie de vendre aux entreprises des outils de formation des managers opérationnels pour qu'ils développent leurs compétences RH. Je m'explique. C'est-à-dire, un responsable marketing ou un directeur commercial, il a une équipe de vendeurs. Nous, on parle du principe que ce directeur commercial, il est censé être le DRH de son équipe. Donc, il est censé disposer des compétences RH à même de lui permettre de bien gérer cette équipe. Parce que je vais lui demander quels sont les besoins en formation de son équipe. Donc, il faut qu'il soit capable d'identifier les besoins en formation de son équipe. Je vais lui demander d'être impliqué dans le recrutement. Donc, il faut qu'il ait les compétences RH en matière de processus de recrutement. Comment conduire un entretien d'embauche. Comment apprécier les compétences. Comment il faut qu'il me propose des promotions. Donc, il faut qu'il soit capable aussi d'identifier les potentiels. Il faut qu'il décide de l'appréciation des performances de son équipe. Donc, il faut qu'il maîtrise les outils d'appréciation des performances. OK? Donc, d'un côté, les managers opérationnels sont censés avoir des compétences RH, et d'un autre côté, un RH est censé connaître un minimum le processus de fonctionnement de l'entreprise, ses produits, comme il est censé aussi connaître un minimum de gestion financière. On ne peut pas être dans un comité de direction en train de parler des résultats de l'année et dire non, ça ne me regarde pas, c'est le financier qui est censé s'en occuper. C'est impossible. Donc voilà, alors donc, depuis 2007, donc, je gère ce cabinet. Alors l'idée c'était quoi? C'était de dire, bon, oui. Une question par rapport à votre parcours. Vous avez dit que vous étiez DRH lors de la préfusion. C'est ça? Oui. Et aussi lors de la post-fusion, non? Après-fusion. La fusion s'est faite avant mon arrivée. D'accord. Est-ce que vous avez eu à faire des chocs entre les deux cultures? Énorme. Catastrophe. C'était horrible. Mais Au point que j'étais dégoûté. C'était horrible parce que c'était injuste. Normalement, j'ai dit, théoriquement, on devait opter pour les compétences les plus adéquates. Mais la réalité était différente. C'était les gens de BCM qui ont pris les meilleurs postes. C'est-à-dire leur banque qui a absorbé l'autre. Et donc, les gens de Wafa Bank, ils étaient victimes de cette situation et trahis par les patrons qui ont vendu la banque sans que personne ne le sache. Je veux dire, c'était un drame terrible. Et alors, c'était encore plus grave pour moi, plus difficile pour moi, parce que j'étais un ex-Wafa. Parce que j'avais travaillé plusieurs années avant en tant que responsable recrutement et formation. Et quand j'étais arrivé, ils ont dit c'est super, ils ont le DRH, en plus le DRH est un ancien de Wafa.
Donc pour eux, j'étais le sauveur. Mais moi, je ne pouvais pas parce que j'étais recruté en tant que DRH du groupe. Donc je devais fonctionner avec une certaine équité, une certaine intégrité et tout. Mais c'était impossible. Ils avaient tellement misé dans cet espoir-là, mais la réalité du terrain était différente. Et pardon, je ne sais pas si ça va. C'est une absorption, c'est justement c'est un peu normal que les forces ne sont pas égales. C'est le géant qui absorbe le... Tout à fait. Ouais, c'est utopique de penser que... Mais logiquement, on devrait dire, si j'ai deux responsables de communication, pour le bien de l'entreprise, il faut aller chercher celui qui a le profil le plus adéquat. Logiquement, si on tous... Il y avait un DRH chez BMC, non? Chez la BCL, mais chez la BCL, était parti à la retraite. Chez WAPA aussi, il y avait un, mais parti, j'ai aussi, c'était à la retraite. Une question en fait, S'il vous plaît, ouais. quand vous changez de poste, est-ce que vous postulez ou bien on fait appel à vous? À chaque fois, c'était une expérience. Hein. À l'OFPT, j'avais écrit jeune lauréat, j'ai envoyé un truc à l'époque de... J'ai fait mes études à Lyon, donc j'ai commencé à envoyer des courriers, et c'était les premiers qui m'appelaient. Ensuite, c'était un contact, oui, pour passer de l'OFPT à Wafa Bank. Ensuite, c'était un cabinet, non, c'est un chasseur de tête qui... Il faut peut-être expliquer cette histoire de chasseur de tête. Vous connaissez le principe. Les chasseurs de tête, ce sont des cabinets spécialisés qui n'y mettent pas d'annonce. Ils suivent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de venir ici et dire on voudrait avoir la liste des lauréats du master 2014, etc. Ils prennent, ils essaient d'identifier aussi s'il y a des mérites, comment ils sont classés, etc., les majors de promotion et tout. Et puis ils vont les suivre dans leur carrière et tout. Ils sont capables de vous contacter, de vous dire écoutez, on a restitué votre CV, on connaît tout votre parcours, on sait combien vous touchez aujourd'hui, on vous propose tel projet, ça va améliorer nettement telle chose, on sait que vous êtes à la recherche de quelque chose de tel. Alors c'est encore plus vrai maintenant avec les réseaux sociaux et tout. Il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui se cumulent, se capitalisent et ils travaillent de plus en plus. Alors, ce qu'on leur reproche parfois, c'est que certains, ils fonctionnent avec la même équipe. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. Ils m'ont mis pendant 4 ans chez Colgate et après ils m'ont mis chez Accor. Donc ils ont été rémunérés 2 fois avec le même candidat. Donc c'est un peu de la tricherie, mais d'un autre côté c'est de bonne guerre. Bon, 4 ans, j'ai mis en place ce qu'il fallait, donc ils estimaient que d'ailleurs je commence à m'ennuyer. Je commence à m'ennuyer. Oui. Quand vous vous êtes lancé dans une carrière solo, votre équipe était constituée de gens de votre entourage ou de gens... Alors, l'équipe du cabinet JAD est constituée des secrétaires et de moi. Mais j'ai un portefeuille d'une 50aine d'intervenants. C'est-à-dire, je ne pouvais pas me permettre de constituer une équipe. C'était très difficile, très risqué, parce que d'abord, une fois que vous avez une grande équipe, vous allez changer de métier, vous allez devenir un homme d'affaires, en train de prospecter pour chercher des affaires, un commercial, etc. Moi, sincèrement, je ne sais même pas si je suis capable de faire ça. D'ailleurs, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, la question que je m'étais posée, j'ai dit, comment je peux continuer à faire ce que je sais faire, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, tout en étant à mon compte? La seule explication, c'est de rester sur le terrain. C'est la seule réponse. Et pour rester sur le terrain, c'est d'avoir une structure comme ça, très simple. Mais par contre, quand je prends des missions importantes et j'ai besoin de compétents, je recrute. J'ai un portefeuille d'intervenants, de consultants. Je recrute en fonction des compétences que je cherche. Et je peux mettre avec moi 3, 4 personnes, 5 personnes pendant une durée de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ils sont très bien rémunérés. Je fais partie de ceux qui rémunèrent le mieux sur le marché. Ils sont à peu près à 6 000 dirhams jour. Vous prenez les CV? Hein? Vous prenez les CV? Pour les consultants. Pour les consultants. Alors pour les consultants juniors, en général, ils sont chez moi gratuitement. Je retire mon CV. Mais comme a dit Si Mohamed, c'est plutôt à eux de nous payer. Non mais, là, si vous voulez, l'avantage, c'est que ça me laisse ma flexibilité. La preuve, c'est quand on a des contextes
économiquement difficiles comme le contexte actuel, j'arrive à le supporter, je n'appréhende pas la fin du mois. Je n'ai pas une masse salariale qu'il faut aller chercher quelque part. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, en termes de référencement, il y a certaines entreprises, quand ils apprennent que vous êtes que deux, ils disent oh, il est petit celui-là, il est tout petit. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Mais par contre, ceux qui connaissent la compétence, ils se réfèrent à la compétence, ils ne se réfèrent pas à l'effectif de l'équipe. Et en général, même ce portrait d'intervenant, il a été constitué après plusieurs expériences, parce que c'est pareil, j'ai fait travailler des gens et je me suis rendu compte que... Et un portefeuille. Voilà, un portefeuille, mais il fallait le construire, hein, parce que j'étais dessus aussi parfois. Donc, oui, pardon. Sur le marché marocain, vous ne pensez pas qu'il y a des inégalités dans le marché du travail, c'est-à-dire qu'un recruteur recrute une personne et lui demande des exigences sur plusieurs domaines et à la fin du mois, il lui donne un salaire assez bien. Vous avez de tout. Vous avez de tout. Vous avez des façons de faire qui sont très archaïques, vraiment très sous-développées, etc. Et vous avez aussi des approches dignes de ce nom, qui sont des approches de recrutement très professionnelles, très sérieuses. Vous avez de tout sur le marché. Moi, un gars comme ça, déjà dès le départ, il ne faut pas travailler pour lui. Hein. Ça promet. C'est déjà, vous êtes dans l'inégalité dès le départ. Mais le principe, en général, c'est pas facile de cerner cette histoire de salaire. On a toujours fait débat, c'est pas évident. Mais il faut chercher des repères. Les repères, vous avez les enquêtes de rémunération, etc., qui vous permettent de situer un poste dans le secteur ou dans la profession. Mais bon, je vous donne un exemple, un iscaïste. À l'Orient d'Escale. Un iscaïste débutant qui n'a jamais travaillé, il intègre aujourd'hui le secteur bancaire à 8 000, 8 500 dirhams net. Vous pouvez trouver dans la même banque un iscaïste qui a 2 ans d'expérience et il est à 7 500 ou 8 000 dirhams. Il faut savoir se vendre. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le marché aussi qui fait la rémunération. C'est le gars qui a 2 ans d'ancienneté, à l'époque, le prix de l'iscaïste sur le marché était à 7 000 dirhams. La progression de la rémunération en interne a toujours été très faible. Je veux dire, si vous voulez améliorer votre rémunération, ce n'est pas en restant au sein de la même entreprise. Monsieur, c'est le moyen le plus efficace pour améliorer très efficacement la rémunération, c'est le changement d'entreprise. Mais c'est un coût. Le risque, etc. Mais c'est là où si j'ai un message à faire passer, c'est dans le sens où n'hésitez pas. Je veux dire, le monde change énormément et change très vite. Les métiers évoluent très vite. Des centaines de métiers sont créés chaque jour. Les produits de demain, ils n'existent pas encore. L'INSEE a annoncé que 70% des produits qui seront consommés, qui seront commercialisés dans les 30 ans à venir, n'existent pas encore. La progression très rapide, très vite des métiers. Et donc, imaginez l'évolution de sa carrière dans le sens linéaire, ça serait une erreur aujourd'hui. Je veux dire, le gars qui a fait finance, et puis il se dit, bon, je vais démarrer comme un cadre financier, ensuite je vais devenir assistant, ensuite, pour terminer directeur financier. Oui, ce parcours est possible, mais vous êtes très vulnérable avec ce parcours. Parce que les entreprises vont énormément changer, de plus en plus. Accor, je parlais d'Accor, vous savez, l'organigramme d'Accor a une durée de vie d'à peu près de 3 mois. Alors, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a un changement, une modification sur la planète, il est capable de se repositionner avec les compétences qu'il a pour y faire face. Il y a la révolution en Tunisie, comment je peux faire face? Je ne vais pas attendre que la révolution se termine. Donc, l'avenir appartiendra à ceux qui sauront s'adapter, et non pas à ceux qui seront très forts, ni très intelligents. C'est la capacité d'adaptation qui permettra le succès et la réussite. Alors vous allez me dire, c'est très bien, c'est facile à dire, mais comment développer ma capacité d'adaptation?
C'est très simple. Le seul moyen pour développer la capacité d'adaptation, c'est la diversification, la diversité des expériences. Diversifier tant que vous pouvez les expériences de vie personnelle, professionnelle. Osez changer de métier, etc. Plus vous changerez de métier, et plus vous avez une perception très large, une maîtrise et un contrôle meilleur de la vision des choses. Pardon. Oui. Justement, pour revenir sur la diversification des métiers, pour un début de carrière, vous avez pensé que ça en une année dans une entreprise avant de pouvoir la créer. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, par exemple, dans votre parcours académique, le parcours académique va vous permettre de développer un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être. Right? Et normalement, il vous oriente dans un domaine professionnel bien précis. Mais ceci dit, vous avez quand même capitalisé un certain nombre de compétences que vous pouvez repositionner dans n'importe quel autre secteur. On a vu des ingénieurs qui se sont retrouvés dans des pratiques et des professions qui n'ont rien à voir avec le domaine initial, le domaine académique initial, et qui réussissaient très très bien, grâce au développement d'un certain nombre d'aptitudes du fait de leur formation d'ingénieur. Ok, donc, moi, parce qu'il y a un nombre d'années qui peut paraître assez négatif pour l'employé. Bien évidemment, sur un CV où je vois que le gars a changé tous les 6 mois de l'employeur, je m'inquiéterai. Mais je vais dire le CV où vous avez vous avez changé tous les 3-4 ans, 5 ans d'expérience, moi il m'intéresse. Ça veut dire que cette personne-là a osé changer et qu'à chaque fois il est obligé de s'adapter. Et qui donc, si je le mets, il a déjà des capacités d'adaptation, d'intégration. Il va accélérer pour moi le processus d'intégration. Moi, parce que quand je recrute, mon appréhension, est-ce qu'il sera en mesure de s'adapter rapidement? Hein, parce que pourquoi je veux qu'il s'adapte rapidement? Pour qu'il soit rentable rapidement. Je veux dire, l'entreprise investit. Pardon, vous voulez intervenir tout à l'heure? Oui, Une chaise. deux questions. Hein? La première, selon vous, est-ce que la DRH est beaucoup plus compétente dans le domaine du privé ou bien du public, sûrement au jour d'aujourd'hui? C'est-à-dire que le public, on a des expériences réussies. Mais bon, vous savez, dans la gestion des ressources humaines, on a toute la gamme. On a la structure RH la plus archaïque avec le chef du personnel. Vous savez, le premier profil du chef du personnel, c'était qui? Militaire. Militaire. On recrutait les chefs du personnel parmi les militaires. Parce qu'à l'époque, on cherchait, au début du siècle, on cherchait que des gens qui allaient assurer la discipline. Après, bon, après c'est autre chose. Après, c'était l'évolution de la productivité, donc la prime de rendement, etc., les accessoires de salaire, et tout, donc la rémunération est devenue complexe. Et donc on cherchait un responsable personnel qui avait un profil de comptable, parce qu'il allait gérer la paie. Ensuite, il y a eu toute l'évolution du droit du travail, du syndicalisme, etc. Donc on avait besoin de compétences juridiques et tout. Donc c'est le gars qui a fait sa formation au droit et qui se positionnait dans la fonction RH. Après, il y a eu aussi l'arrivée de l'informatique, on a automatisé la paie, hein, mais par contre, on s'est rendu compte que la motivation, la gestion de relations sociales, la gestion de relations humaines, et donc c'est le psycho, le sociologue et tout. Mais demain, moi, je sais pas, d'abord la fonction s'éclate. Voilà, il y a Peretti qui est un grand patron des ressources humaines, un écrit un livre qu'il a intitulé Tous DRH. Vous avez utilisé le verbe oser. Ouais. Oser le changement. Ouais. C'est normalement, ça passe pas. Oui, mais l'envie de réussir, il n'y a rien sur la force d'oser. Ça, je me rappelle ce slogan parce que je l'avais vu sur une pub où c'était un samouraï et un enfant qui essayait de le faire tomber. Je ne me rappelle plus du produit qui était l'objet de la pub, mais je me rappelais du slogan que je trouvais super. L'envie de réussir n'est rien sur la force d'oser. Bien sûr, c'est facile à dire. Dans l'audace, il y a la prise de risque. Mais, je veux dire, ceux qui réussissent, c'est aussi des gens, ceux qui osent apprendre à l'autre. Et c'est un pari à celui qui va bien doser. Hein, et il faut une part de risque, une petite part de folie, d'audace. Et si vous voulez la sécurité, la formule est classique. Voilà. Il y a des potes. Non, mais même dans le privé. Moi, j'ai rencontré des collaborateurs qui ne sont pas dans la démarche de l'ambition. Ils ne sont pas dans la démarche de développement de carrière. Il est sur un métier, il le maîtrise,
il est très bien, il est satisfait, son centre d'intérêt est ailleurs, il est peut-être dans sa famille, dans ses loisirs, dans sa vie culturelle ou autre, ou sociale ou autre. Le travail n'est que l'outil qui permet de s'épanouir par ailleurs, et il n'est pas très demandeur d'épanouissement. On le constate d'ailleurs beaucoup chez les femmes. Il y a des femmes, entre la vie personnelle et privée, là, et se disent, moi, peut-être, j'ai plus envie de me donner le maximum dans ma vie privée, dans l'éducation de mes enfants, etc. Oui. Monsieur, pour un directeur de domaine, il a plusieurs styles de commande qu'on peut intégrer à son personnel. À votre avis, quel est le style de commande le plus adéquat? Le style de commande. C'est-à-dire l'autorité. Le management. Bah, vous savez, le style managérial, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez ne pas oublier de rallumer vos portables à la fin de la séance? Il faut les éteindre maintenant, quoi. Ok. Dans le sens. C'est pareil pour moi, hein, donc, pourtant je suis sûr et certain qu'il y a des appels. Merci. Vous savez, le style de management, ça dépend aussi de qui vous avez en face. Si vous avez un jeune cadre débutant, vous êtes obligé d'avoir un style directif avec lui. Il ne sait pas faire. Il va apprendre. Vous savez, on dit, au départ, le style directif, c'est quoi? Je te dis le quoi et le comment. Je te dis quoi faire et comment le faire. Allah khalik, c'est que tu as demandé à des formulaires, voilà comment il faut les remplir. Tu dis, ok, tu as compris, très bien, quand il va commencer à maîtriser cette tâche-là, et vous allez commencer à le former, vous allez rajouter le quoi, le comment et le pourquoi. Quoi faire, comment le faire et pourquoi il faut le faire comme ça. Là, je vais faire des formulaires, voilà comment il faut le faire. Tu sais pourquoi il faut le faire comme ça. Parce que si tu le fais comme ça, tu formes l'encouragement, etc. Une fois qu'il a gagné ça, vous allez faire évoluer votre style et ça va devenir, et il commence à maîtriser son travail. Hein. Il a une maîtrise du poste. Ça va devenir le quoi et écouter le comment. C'est-à-dire, vous allez faire ça, comment comptes-tu le faire? Il a déjà suffisamment de compétences, suffisamment d'expérience, suffisamment de qualifications, et au point qu'il est capable de suggérer comment le faire, etc., etc. Et une fois ce niveau-là est avancé, et parfaitement, le top du top, la délégation c'est quoi comme style? C'est le quoi et valider le résultat. Là, vous allez faire ce travail et vous envoyez le débat pour valider. Vous n'avez pas besoin de lui dire ni comment, ni pourquoi, ni rien du tout, il connaît son travail. Et le mieux qui peut arriver à un manager, c'est de faire en sorte à ce que son collaborateur, effectivement, devienne autonome. L'autonomie, c'est le succès d'un manager, l'autonomie de l'autre. Oui, pardon. C'est une question beaucoup plus personnelle, c'est en fonction de votre expérience. Vu que vous avez eu l'occasion de travailler pour votre propre compte et pour le salarié, lequel vous préférez? Parce que j'ai aussi vu un slogan qui est assez intéressant, c'est travailler pour autrui, c'est comme réaliser les rêves de l'autre. Bah, écoutez, sincèrement, pendant longtemps, je crois que j'ai encore les réflexes du salarié. Le matin, j'ai peur d'arriver en retard. Sincèrement, je vous le dis. Je me lève et tout, il y a ma femme qui se prépare, moi aussi je me prépare, et je me dis quelle heure il est. Et pourtant, je suis tout seul au bureau. Mais j'aime bien ça. Parce que c'est une façon aussi d'intégrer. Mais quel plaisir aussi de dire, ah bon, cet après-midi, il est 4 heures, bon, je vais me payer un spa. C'est aussi... mais néanmoins, si vous voulez, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a quand même une préoccupation parce que c'est une activité, il y a des charges, il faut aussi gérer ça, c'est d'autres compétences que je n'avais pas forcément. Hein. Moi j'étais DRH, mais je n'étais pas un homme d'affaires. Je me découvre aussi comme homme d'affaires, comme commercial, et il faut que j'essaie aussi d'être en moins assez bon, suffisamment bon pour vivre. Mais c'est vrai aussi que ce qui fait la différence, et par contre ça, chez le salarié, vous ne l'aurez jamais, en tant que salarié, c'est quand un client qui vous a payé vous dit merci, c'est du bon travail. Ça n'a pas de prix. Parce qu'il n'est pas sans le dire. Hein. Il vous a payé, vous avez rendu le travail, mais quand il dit merci, c'est du bon boulot,
Parce que quand vous êtes salarié, même quand votre patron vous dit ça, vous dites oh, qu'est-ce que ça cache derrière. On n'est pas toujours très sûr. Non, il faut dire aussi des choses. Je peux témoigner personnellement quand on était étudiant. C'est Jamal vendait déjà des tissus à nos amis algériens le samedi, le dimanche. Moi, j'ai passé 10 ans en France, 2 ans avec la bourse et 8 ans sans rien. 8 ans en travaillant, j'ai tout fait comme travail. Et en partant du Maroc, quand j'ai eu mon bac, je me rappelle, mon père, il voulait m'acheter Selham. Il fait froid en France, je t'achète une carte. Bon, moi je ne comprenais pas. Donc, ok, bon, il faut lui faire plaisir. Attends, ben, ça m'a beaucoup servi. Hein. Sauf que les Français me disaient que je me baladais avec ma couverture, mais bon. Et j'étais en fille comme ça, la bague qui sortait comme ça. Et j'oublierai jamais ça de ma vie, il a acheté des petits médaillons, des pendentifs, comme ça en argenté, émaillé, des symboles berbères, avec une petite chaîne argentée, ça coûtait 2 dirhams, le tout. Il m'a acheté à peu près 500 pièces. À la maison, on a mis de la cellophane dessus et tout. Je les ai vendus sur la place Belcourt à Lyon. Sur la place Belcourt, pas à la place Belcourt. Pas à la place des ours. Non, à la place Belcourt, sur un tapis, Madame Morocco, etc. Et chaque soir, je l'appelais, je lui disais j'ai vendu 3, j'ai vendu 4, j'ai vendu 5, etc. Mais chez nous, j'ai fait des vendanges, comme beaucoup d'étudiants. J'ai fait veilleur de nuit dans les hôtels, j'ai fait plongeur aussi à la plonge, j'ai vendu dans des quartiers arabes de tissus pour les Algériens, pour les autres, etc. À l'époque, j'étais juif et arabe. Ah, juif et arabe, etc. Donc ça, effectivement, c'est une très belle expérience et je ne regrette pas du tout, bien au contraire. Et je rentrais 2 fois, 3 fois par an avec de l'argent dans les poches et des cadeaux pour tout le monde. Ça, je ne savais pas comment je faisais, mais bon. Mais pour revenir à la question, c'est vrai, il y a du stress, de l'angoisse. Est-ce que je vais gagner ma vie? Je n'ai pas de visibilité. Aujourd'hui, si vous me dites, est-ce que vous avez du boulot pour mai, juin, je vous dirais non. J'ai de la visibilité pour mars-avril. Mais alhamdoulilah, bon, je ne me tourne jamais les pouces. Alors. Mais c'est aussi une contrainte énorme. Quand on est petit, cette visibilité est très stressante, très angoissante. Il faut du sport pour la gérer. Ah bah c'est ce que je fais, j'ai un salaire. Hein. J'ai un salaire et voilà, j'ai un salaire et je peux avoir aussi des bénéfices à la fin de l'année. Est-ce que tu serais prêt à redevenir salarié? C'est une belle question. Ben à mon âge, non. Même si on vient te chercher, par exemple. C'est-à-dire, à mon âge, il y a des gens qui sont venus me chercher, j'ai dit, je peux le faire, mais autrement. On accompagne. Et je peux préparer une équipe. Je peux être votre salarié, je peux même abandonner mon business, mais dans cette démarche de mise en place d'une équipe. Mais sinon, gérer en direct et tout, bon, j'ai assez donné. Voilà, il mérite son salaire seulement. Et malheureusement, voilà une valeur que je dirais. L'engagement initial, c'est quoi? C'est que je vous confie un travail, en contrepartie, je vous donne un salaire. Où vous en êtes par rapport à cet engagement initial? Et je pense qu'on se doit d'être à 100%. C'est contractuel. Or, aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont à 50-60% et tout. Et pour tirer... donc, il y a beaucoup de déperditions de productivité. Donc ça, c'est terrible. Ensuite, vous avez, si on revient maintenant aux valeurs proprement dites, bon, c'est à l'image de l'employeur. Je gère en ce moment beaucoup de projets de restructuration d'entreprise, compte tenu du contexte de crise et tout. Il y a des... Vous avez différents comportements. Vous avez l'employeur voyou qui va licencier n'importe comment, et un plan social sauvage, avec des dégâts terribles sur les populations autour. Et vous avez, ça existe aussi, des employeurs socialement responsables. Alors, quand moi j'observe, je regarde l'employeur, comment il fonctionne. Quand je le vois traiter un licenciement dans le respect de la dignité, dans le respect des règles sociales et juridiques et autres, pour moi, je peux
je peux être fier de développer un sentiment de fierté d'appartenance, et c'est un modèle. Donc ça rassure les équipes qui restent, du moins. Quand l'employeur n'est pas exemplaire, c'est très difficile. Vous savez, quand des fois, je l'avais remarqué dans l'hôtellerie, certains hôtels disaient « Ouais, mais j'ai une population... » Je voulais vous raconter une anecdote. À l'époque, Accor avait acheté des hôtels anciens, avec des populations anciennes. Population avec une ancienneté moyenne de 30 ans, 35 ans à peu près. Et on a envoyé un directeur, jeune, et très rapidement, au bout de 15 jours, 3 semaines, il m'appelle, il dit « Amrani, c'est une catastrophe, c'est des bras cassés, c'est des nuls, il faut recruter des gens. » Je dis « Attendez, vous avez 150 personnes, dans les 150, il n'y a pas quand même une poignée qui peut jouer la locomotive. Ah non, non, c'est une catastrophe. » Et donc, j'ai fait le déplacement. C'était sur une autre ville. Je suis passé avec le directeur général. Donc, on était attendus. On était super bien accueillis, bien reçus. On a pris une chambre. Les chambres étaient très bien préparées, impeccables, magnifiques. On est ensuite descendu au dîner. Super table, super service, impeccable. Tout était parfait. Le directeur général, lui, il a dit au directeur de l'hôtel, il va dire, regardez, c'est génial, c'est parfait. Et le directeur, il dit, ouais, ben attendez, c'est vous, parce que nous, on vous attend depuis une semaine. Donc, mais alors, ça veut dire quoi? J'ai dit, ok, très bien, vous avez raison. Peut-être qu'ils se sont mobilisés parce qu'il y a un événement. Le Marocain se mobilise par événement. La performance au Maroc, elle est événementielle. Il faut l'événement pour qu'on brille. Et on est capable de développer de vraies compétences dans ce sens, qui nous sont reconnues d'ailleurs. Hein? Mais dès que l'événement est... on est incapable d'asseoir une performance continue, etc. Donc il est linéaire. Et on dit, oui, mais bon, c'est l'événement, etc. Je lui dis, mais c'est la preuve que les compétences sont là. Ne me dites pas que vous avez que des bras cassés. Par contre, si ces compétences ne s'expriment que par événement, c'est ton problème, c'est pas le leur. C'est à toi de faire en sorte à ce que chaque jour soit un événement. Et d'ailleurs, il a été licencié. Ok? Donc, voilà. Et puis, quand on regarde, moi, très souvent, je regarde les motivations. Très souvent, les motivations sont très basiques. Le Marocain moyen, le Marocain de base, il a besoin des choses très simples, comme le respect et la reconnaissance. Il n'a pas ça dans son environnement social. Quand il le trouve au milieu professionnel, je vous jure qu'il est capable de donner énormément. Et c'est pas vrai, c'est pas le salaire qui va le mobiliser, c'est pas le salaire qui va le rémunérer. On avait des gens qui sont capables de se mobiliser pour des considérations autres que la rémunération. Quand ils sont au moins dans son milieu professionnel, il est reconnu, il est apprécié, il est positionné de manière équitable par rapport aux autres. C'est des choses possibles. C'est pas des démarches très complexes qui vont demander des expertises énormes pour le mettre en place. Je veux dire, l'équité, c'est quoi? C'est que je sois capable de définir des objectifs, que je définisse en même temps des critères d'appréciation des objectifs, de manière mesurable, etc. Et demain, je n'ai même pas besoin du DRH. N'importe qui peut apprécier le niveau de performance. Je me rappelle, j'avais mis en place des objectifs pour encore un plongeur. On a dit, ils m'ont dit, comment vous allez fixer des objectifs pour le plongeur? J'ai dit, si, on va regarder son poste. Alors, vous savez, on a constaté qu'il faisait 5% de casse par an. Il casse 5% de WC par an. Dans un palace, 5%, c'est à peu près 100 000 dirhams de budget. Donc on s'est dit, si on peut améliorer ça, il y a des gains en productivité. Si je peux lui donner en plus une prime, si je lui donne 5 000 dirhams par an et je fais économiser 40 000 dirhams de vaisselle, je suis gagnant dans l'histoire. Donc on lui a dit, voilà, il a dit, oh oui, mais attendez, mais ça ne va pas, moi la machine elle marche une fois sur deux, et puis j'ai toujours les pieds dans l'eau, puis je n'ai pas suffisamment d'étagères. Qu'est-ce qu'il faisait? Il négociait ses moyens. C'est tout à fait légitime. Si vous me fixez des objectifs, négocions les moyens aussi. Donc on a négocié avec lui, j'ai promis la réparation de la machine,
Il a demandé 3 étagères, on a accordé 2 parce que 2 c'est suffisant. Et on a mis donc le truc en bois, là, pour qu'il ait plus les pieds dans l'eau. Et au lieu de 5%, on avait fixé 3%, on a négocié 4% de casse. Il va continuer à casser, mais il cassera peut-être. Eh bien, figurez-vous, croyez-moi, c'est véridique. Chaque mois, il était le premier à aller voir son chef pour voir la ligne de casse où elle était. Et il vérifiait s'il était dans son objectif ou pas. Ça, c'est du bonheur, ça. Il n'avait plus besoin ni de DRH, ni de son patron pour savoir s'il allait toucher la prime ou pas. À la fin de l'année, il va regarder s'il est à 4%, c'est bon, il est dans la poche. C'est la carotte, en fait. C'est pas la carotte, mais c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, mais je veux dire, elle est conçue de manière objective et équitable. Et donc, le confort managérial, c'est quand vous mettez en place ce type d'outils. Alors que très souvent, on a tendance à donner des primes en fonction plutôt de la nature de la relation que vous avez avec moi. Est-ce que vous me dites bonjour? Est-ce que vous êtes soumise, etc. etc. Ah, c'est l'affectif, etc. Oui. Ouais, d'abord, je vous félicite parce qu'il y a de l'intérêt. L'année prochaine, l'Université internationale réouvre un master de formation en management des ressources humaines qui est en panne pour le moment. Il est en panne pour de multiples raisons qu'on ne va pas évoquer. D'accord. On en parlera tout à l'heure. Oui. À votre avis, quel est le meilleur argument que l'on puisse donner aujourd'hui pour séduire les jeunes étudiants au métier du management des ressources humaines dans la Suisse? Il y a un besoin énorme sur le marché d'emploi. Oui, mais ils ne sont pas sensibles à ça. Il y a un besoin énorme sur le marché d'emploi. Vous n'avez qu'à faire témoigner des patrons d'entreprise qui sont conscients de ce fait-là, faire témoigner des expériences réussies, mettez en évidence la valeur ajoutée des DRH, des ressources humaines. Il y a une association qui a beaucoup de crédibilité qui s'appelle AGEF. Elle a plus de 37 ans d'existence. C'est une des plus anciennes associations du Maroc. L'association des DRH du Maroc, AGEF, A-G-E-F. Elle a un site, vous pouvez regarder. Là, ils organisent un colloque avec les associations mondiales de ressources humaines, les associations méditerranéennes. Donc, à la fin du mois d'avril à Marrakech, pour ceux qui seraient intéressés. Ça, c'est un monde au réseau aussi, parce qu'on ne gère pas les ressources humaines comme ça. Moi, je continue encore à appeler pour demander si quelqu'un peut m'aider sur des solutions là-dedans. Définitivement, le poste RH sera parmi les postes les plus sensibles au sein de l'entreprise et les plus stratégiques. Il est impossible de concevoir une stratégie d'entreprise sans l'implication de l'association directe des responsables ressources humaines. Parce que vous pouvez, dans l'hôtellerie, vous pouvez avoir le plus bel hôtel du monde. Si vous n'avez pas des équipes qui vont avec, vous n'avez rien. Rien. Avec des évolutions extraordinaires, si Jamal un jour m'a présenté le DRH de Renault, il a fait un passage par l'Espagne et maintenant c'est le directeur de Somaca. Il y a 2-3 mois. Et c'est quelqu'un qui démarre tout petit à l'OFPPT. Il était à l'OFPPT aussi. Vous rappelez-vous de la première fois où vous aviez licencié une personne? La première fois où vous avez licencié une personne? J'avais licencié une personne. Oui. Et c'était comment comme expérience? Vous savez, il y a différentes expériences. Vous avez le licenciement par mesure disciplinaire. Par mesure disciplinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la faute grave. Quelqu'un qui est dans la faute grave, je suis désolé, moi je n'ai pas d'excuse pour ça. Quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a là, je ne discute pas ça, je suis désolé. Je veux dire, une personne, ça se négocie. Des personnes sensibles. Pardon? Parce qu'on peut trouver des personnes sensibles dans ce côté. Non, je dis parce que dehors, il y a des gens internes et qui ne trouvent pas d'emploi. Vous avez un emploi et vous le traitez de la sorte, c'est indigne de vous, c'est tout. Je n'ai pas de roman par rapport à ça. Maintenant, j'ai toujours fait la guerre à des projets de licenciement abusifs, injustes. Et aujourd'hui, par exemple, je disais tout à l'heure, si on est dans une entreprise qui est condamnée à disparaître,
qui perd de l'argent, il est déficitaire, etc. Le seul moyen pour espérer la sauver, c'est de licencier 30% d'effectifs. Qu'est-ce qu'on fait? On sauve 70 ou on essaie de continuer et prendre le risque de perdre 100%? Oui. Monsieur, vous savez très bien qu'il y a une grande concurrence dans le marché du travail et que l'offre est supérieure à la demande. L'offre est supérieure, la demande est supérieure. Hein? Alors, si un candidat d'un CGP un entretien d'embauche, un match de lieu et passe le même entretien d'embauche, sauf que pour le SCG, il n'y a pas une certaine ouverture sur les stages, sur les échanges, sur beaucoup d'aspects que probablement le recruteur ne... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? Oui. Que le recruteur ne les voit pas directement. Donc, est-ce que le service de ressources humaines tient en considération ces aspects ou non? Vous savez, le recrutement, en réalité, comment on procède? On a un poste. Il y a un descriptif de poste. À partir de ce descriptif, dans le descriptif de poste, qu'est-ce qu'on trouve? L'intitulé du poste, la mission, les principales tâches et ce qu'on appelle les compétences requises pour le poste. C'est-à-dire les compétences qui exigent le poste. D'accord? À partir de là, on construit un profil. Voilà ce qu'on cherche. Quand un candidat arrive, on essaie de définir son profil, le parcours, etc. Et on essaie d'évaluer les compétences acquises par le candidat. Et on compare ces compétences acquises par les compétences requises. On les compare. S'il y a suffisamment d'adéquation, c'est que le profil correspond. S'il n'y a pas suffisamment d'adéquation, on s'interroge. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut combler les écarts par des formations initiales, un complément de formation dans le cadre d'intégration, etc. Ou alors les écarts sont suffisamment importants, on va dire que ce n'est pas possible. On va prendre trop de risques avec cette personne-là, on écarte. Ça, si vous voulez, c'est l'approche académique, générale, etc. Maintenant, ce qui fait la particularité des débutants, c'est qu'on n'a pas toujours un vécu en termes d'expérience professionnelle. Mais l'expérience personnelle est très riche et très intéressante. En chacun de nous, il y a une expérience très diversifiée. Vous avez 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est énormément de choses que vous avez vécues. Et je vais puiser là-dedans. Chaque expérience vécue à titre personnel reflète énormément et met en évidence un certain nombre de compétences. Quelqu'un qui aime jouer au foot. Ça m'intéresse. Je peux utiliser cette expérience et dire, bon, très bien. D'abord, quelle place vous jouez dans une équipe? C'est pas gratuit, hein. On choisit sa place et tout. Quelle est la perception qu'il a de sa place? Toutes les places sont importantes dans une équipe de foot. Une équipe qui gagne, c'est une équipe où tout le monde contribue. Hein? Combien de gens défenseurs étaient à l'origine de succès de l'équipe? Et le contraire, combien d'attaquants étaient à l'origine d'échecs d'équipe, etc., etc. Mais c'est cette prise de conscience que j'ai un rôle à jouer dans l'équipe, j'ai une contribution, et je me dois de tenir compte des autres, etc., pour qu'on fonctionne ensemble en harmonie et tout, cette perception, cette prise de conscience qui m'intéresse. Quelqu'un qui a cette perception-là, je suis sûr à certain, vous le mettrez dans une équipe de travail, il fonctionnerait. Ouais. Donc c'est pas, même chez le débutant, il y a de la matière, parce que c'est du vécu personnel. Ok? Oui. La dernière question, c'est ça vous dérange pas? Une des dernières. Une des dernières, enfin. Non. Monsieur, maintenant que vous êtes à la tête de votre propre structure, est-ce qu'il vous arrive de penser à la relève? C'est-à-dire que le jour où vous décidez de raccrocher... Très bonne question. Mais franchement, non. Non. C'est tout seul. Non, parce que bon, j'ai d'autres projets. Hein. Je vais changer de métier, je vais apprendre à faire. Vous continuez plus à avoir Bienvenue. Si, je vais faire un peu, je vais être en freelance, intervenir. J'ai envie de faire ça par plaisir, là où ça me plairait. Avec, hein? Ouais.
Et donc, avec des gens qui m'intéressent, avec des institutions sérieuses, etc., je le ferai avec plaisir, mais bon, c'est un autre parcours. J'ai envie de profiter de la santé, de la bonne santé quelques années encore. On va l'embaucher comme consultant à l'UR pour accompagner l'insertion des étudiants. C'est des choix. C'est continuer à s'impliquer, c'est ça. Hein? C'est bon? Donc voilà, grossièrement, bon, ce que je souhaite que vous essayez de garder de cela, c'est, vous savez, il faut garder le plus possible cette approche positive des choses. Le monde appartiendra à ceux qui seront aussi être optimistes. Puis je pense qu'il y a peut-être un aspect, si jamais c'est qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est aussi être en capacité de création permanente. Moi, quand je suis revenu au Maroc enseigner à l'UR, j'ai sauté dans le vide. J'ai quitté un poste de fonctionnaire, un maître de conf à Lyon 2, tranquille, 9 heures par semaine, là. Vous savez, c'est dans la crise, c'est dans la difficulté où il y a le plus d'innovation et de créativité. C'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Si vous pouvez me coacher, ça se passe. Moi aussi, je suis là. J'ai planté 8 hectares. C'est ce point, moi, j'aimerais qu'on termine là-dessus parce que cette perception est nécessaire. J'ai beaucoup de candidats de L'Oréal qui me disent « Oui, mais monsieur, c'est trop facile de dire ça, mais le marché de l'emploi est complètement là, ça marche avec des coups de piston, Moi, je me dis, pourquoi c'est dans la crise où il y a le plus de progrès? Parce que quand on est en crise, quand on est en difficulté, notre besoin naturel, c'est de dépasser la crise, de survivre. Pour survivre, on va essayer de trouver des solutions. Les solutions classiques ne marchent pas puisqu'on est en crise. Donc on va oser de nouvelles solutions. Donc on devient créatif. La crise permet le progrès. C'est paradoxal que ça. La crise permet le progrès. Vous savez, comment il s'appelle le gars qui a inventé l'ampoule il disait qu'il lui a fallu 2000 expériences pour y arriver. Et un journaliste lui a dit « Comment vous avez vécu quand même 2000 échecs ?» Pourquoi vous parlez d'échecs? C'est 2000 façons de ne pas inventer l'ampoule. Donc, il connaît au moins 2000 façons de ne pas inventer l'ampoule. Ayez cette perception, croyez-moi, ayez cette perception positive. L'histoire de le verre est à moitié plein, à moitié vide est réelle. Elle nous accompagne, elle est présente dans notre quotidien. Bien sûr. Quand vous optimisez, vous développez la confiance en soi. Et quand vous développez la confiance en soi, vous développez de l'audace. Et quand vous développez de l'audace, vous développez vos chances de réussite. Quand vous êtes dans une approche négative, pessimiste, ben c'est le contraire. On voit tout sauf de la confiance en soi. C'est des barrières quand même. Right? Merci beaucoup. Oui.